elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une I am a feminist. Je vous obsède avec une constance Je ne me suis pas conduit qui appelle quand même l'admiration. d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord, et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic Des pianist. femmes artistes, activistes, inspirantes, politiques, des femmes puissantes. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, N'a pas d'époque, elle Bienvenue marque son époque. dans la Boum. poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Géraldine Dormois. Quand je suis entrée dans ce studio, ma première pensée a été pour Maëlle, puisque elle m'avait frappée comme quelqu'un qui, grâce à son expérience de malade longue durée, avec sa capacité d'analyse qui est proprement hallucinante, elle a tout disséqué. Nous sommes le 30 mars 2020. Selon l'AFP, 3,4 milliards d'êtres humains sont actuellement en confinement. J'enregistre cette introduction depuis chez moi et j'espère que vous allez bien. La conversation avec Géraldine Dormois que vous vous apprêtez à écouter date de septembre dernier. Je venais de lire son livre « Un cancer pas si grave » qui m'avait impressionnée. Dans ce journal, elle raconte son cancer du sein. Un cancer qui n'était pas si grave, elle en a réchappé. Mais ce titre décrit bien aussi le flegme de cette journaliste que je connais et apprécie depuis des années. Franchement, le calme et la franchise de Géraldine Dormois font du bien par les temps qui courent. C'était donc en septembre 2019. C'était juste après le décès de Maëlle Sigonneau. Maëlle. Le calme se fait. Une neige en moi, aussi délicate que perçante. J'accepte, petit à petit. Mais accepter, ce n'est pas se résigner. Plus je m'ancre dans la réalité, plus ma révolte gronde. Ça me bouleverse de penser à Maëlle. Qu'est-ce que j'aimerais l'entendre parler de santé, de féminisme et de politique en ce moment, avec sa vision acérée et sa douceur déterminée. Maëlle était l'autrice et la narratrice du podcast Impatiente, produit par Nouvelles Écoutes. Elle l'avait co-créé avec l'anthropologue Mounia El-Kotni. Dans ce documentaire, Maëlle raconte son cancer du sein et décrypte les injonctions sexistes qui ont parsemé son parcours de patiente. Son cancer était grave. Elle en est morte le 17 août 2019. Elle avait 33 ans. Quand vous aurez fini d'écouter cet épisode de La Poudre, prenez le temps, s'il vous plaît, d'aller écouter les 7 épisodes d'Impatiente. Surtout le tout dernier que nous avons mis en ligne il y a quelques jours. La révolte gronde. Après, si vous voulez bien, on réfléchira à ce que notre système de santé a de violent et d'injuste, et comment nous souhaitons construire le monde d'après. Avec Géraldine Dormois, on a parlé d'influence, d'internet et d'injonction. Géraldine Dormois, vous êtes journaliste, blogueuse, critique de mode et l'autrice d'un livre, Un cancer pas si grave, qui m'a donné aussitôt envie de vous recevoir dans La Poudre. J'avais envie aussi de vous recevoir parce que ça fait très longtemps qu'on se connaît, 15 ans en fait, j'ai réalisé. Et on a fait ensemble, en même temps, presque le même métier. qu'on a commencé il y a des années de cela, à l'époque où on vendait encore beaucoup de papier glacé grâce aux images de mode. On prendra le temps tout à l'heure, si vous le voulez bien, de parler de la mode et de ses injonctions, parce que vous avez un regard très acéré sur tout ça. Sur la vie tout court, en fait, Géraldine, moi j'ai été cueillie par votre livre. Vous avez une façon simple, directe de décrire les choses. Vous parlez sans détour de corps, de sexualité, d'éducation, d'argent. Et pour moi, c'est un geste engagé parce qu'en partageant votre vécu, en fait, vous contribuez à banaliser le récit sur la maladie. Des récits, surtout quand ils sont féminins, qui sont très souvent tabous ou silenciés dans la société. Mais ce qui me frappe surtout, c'est la sincérité avec laquelle vous dites que ce cancer est peut-être, en fait, ce qui vous est arrivé de mieux dans votre vie. Je caricature un petit peu. Mais c'est presque désarmant de lire ça. Est-ce qu'on vous l'a déjà dit en réaction à votre livre ? Pas exactement dans ces termes-là, mais oui, il y a quelque chose de très positif lié à ce cancer qui m'est arrivé. Est-ce que ça n'a pas choqué, par exemple, dans le livre, on ressent que vous avez eu un parcours, j'avais envie de dire presque idyllique, avec des accompagnants, des soignants qui sont très à l'écoute. On sent que vous avez vraiment
pas forcément vécu ce qu'on a pu entendre, les violences médicales, les violences oncologiques Non, qui ont été nommées aucune. ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas par exemple d'autres malades qui comprennent pas cette approche très positive que vous avez eue de votre maladie? Pas des malades. Je suis en contact avec beaucoup de malades et il y en a beaucoup qui me disent à quel point ça n'a pas été aussi facile pour elles. Donc je me rends surtout compte de la chance que j'ai eue du début à la fin, dans le degré de gravité de mon cas et après dans les personnes que j'ai rencontrées et plus généralement dans le fait que j'ai été soutenue de toutes les manières possibles. Je n'aurais pas pu être mieux soutenue que je ne l'ai été par ma famille, par mes amis, par le corps médical, par ma communauté en ligne, par mes collègues de travail. C'est quand même... je n'en reviens pas de la chance que j'ai eue. Vous écrivez dans le livre: j'ai peur de ne pas être à la hauteur de la maladie. Si ma vie ne change pas suffisamment dans l'épreuve, est-ce que cela signifiera que j'ai échoué? Je me demande s'il n'y a pas quelque chose de très féminin à vouloir à tout prix être à la hauteur d'une épreuve, à se demander, même quand on est mis à mal, même quand on souffre, si on fait les choses bien, si on est au fond une bonne élève. Vous en pensez quoi de cette lecture? J'aimerais bien réussir à penser ça de manière non genrée, mais effectivement, je n'ai jamais entendu un mec dire qu'il avait peur de pas être à la hauteur de quelque chose ou de ne pas faire les choses correctement. Et dans la façon de vivre l'après-cancer, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les discussions que j'ai avec des malades ou des ex-malades, qu'on a peur de rater son cancer. C'est quand même fou, puisque ça n'est absolument pas la bonne façon de poser les choses. La vraie question, c'est comment guérir. Et c'est la seule chose qu'on a envie de réussir. Si on reste en vie, on a réussi. Bah oui. Et en plus, on n'a même pas raté si on meurt, parce que c'est tellement culpabilisant pour toutes les personnes qui malheureusement ont eu des cas qui n'ont pas pu être sauvés, que c'est pas du tout en termes de réussite qu'il faut poser la question. Mais oui, on est conditionné. Ouais, on est conditionné aussi, j'ai l'impression, à se demander ce qu'on a fait de mal aussi, à chercher dans son existence. Ça passe beaucoup par l'alimentation. Vous expliquez comment vous avez renoncé au sucre pratiquement aussitôt dès l'annonce de votre cancer. Oui. La reprise du yoga. Enfin, il y a un espèce de travail aussi, de charge mentale, émotionnelle, je trouve, que les femmes endossent très facilement dans la maladie. Et je crois pas qu'on puisse trouver la même chose chez les hommes, je sais pas. Je sais pas, mais en fait, je m'en fiche un peu. C'est-à-dire que j'ai très vite réfléchi à comment est-ce que, justement, je n'allais pas... je me le posais pas en termes de charge mentale, mais ça n'était pas comment réussir mon cancer, c'était plus... à partir du moment où on a un cancer et où on en réchappe, je ne sais pas pour les autres, mais je crois que c'est quand même assez général, c'est que il y a l'épée de Damoclès de la récidive. Ouais. Et donc, on veut... Enfin, moi, en tout cas, je veux tout faire pour ne pas avoir de récidive et donc et tout faire pour ne pas vivre dans la peur de la récidive. Et donc, ça veut dire que un certain nombre de changements se sont imposés à moi parce que j'ai interprété mon cancer comme le signal de mon corps qu'il y avait des choses, des blocages, des points de blocage, il y avait des choses qui ne passaient pas et il fallait que j'aille voir pour essayer de rétablir un peu la paix dans toutes ces cellules qui étaient en train de se battre. Ou dans ma tête, la connexion corps-esprit... Et donc c'est comme ça que je me suis posé la problématique et c'est comme ça que je continue à avancer aujourd'hui. C'est que oui, il y a une question sur l'alimentation, mais plus généralement, il y a une question sur le stress. Sur le travail aussi, une réflexion. Voilà, de la question du stress découle le travail. C'est qu'aujourd'hui, je ne veux plus être aussi stressée que je l'ai été la première moitié de ma vie, puisque j'ai vraiment l'impression de vivre un cancer de milieu de vie. J'ai 43 ans. Et donc, comment je fais pour, de toute façon, être aussi stressée que je l'ai été n'est plus une option. Et en fait, ça simplifie beaucoup de choses. Parce que connaître ses limites... ça permet, elles deviennent tellement claires, ou si elles ne le sont pas, je réfléchis pour les sentir, ça devient tellement tangible que les autres, ils le sentent et il n'y a même pas besoin de se battre.
Mais en tout cas, on sent que ça a vraiment été un parcours de transformation que vous décrivez très bien dans le livre et on y reviendra tout à l'heure. Transformation, je ne sais pas. Ah ouais. Parce que ça n'est pas non plus... C'est un mot que j'ai peut-être employé, je ne me souviens plus, mais c'est un mot que je trouve à utiliser avec précaution parce que justement, ça sous-entend qu'un cancer doit forcément vous transformer. Et ça n'est pas forcément le cas, et je ne sais pas si ce cancer m'a transformée. En revanche, il m'a aidée à évoluer. Mais il y a plein de choses qui sont restées pareilles. À juste grandir, peut-être. Grandir, mais il y a des choses qui ne changent pas. Et ça, je l'ai découvert après la maladie. J'aurais bien voulu plus changer. Mais en fait, on reste quand même la même personne. Donc c'est aussi l'après-cancer, il y a la difficulté de se retrouver face à soi-même et se dire « Non, mais en fait, t'es pas quelqu'un d'autre, meuf !» Bon, on va revenir un peu en arrière et puis on aura l'occasion évidemment de revenir là-dessus en détail parce qu'il y a tellement d'aspects fascinants, notamment liés à la féminité. Donc Géraldine Dormoy, vous avez grandi à Paris, c'est bien ça ? Dans le Val d'Oise. Dans le Val d'Oise. À Jouy-le-Moutier. Alors, c'était Cergy-Pontoise. Comment de grandir à Jouy-le-Moutier ? C'était très agréable. À l'adolescence, c'est devenu un peu plus pesant parce que c'était un peu loin de Paris et que moi, je n'avais qu'une envie, c'était de devenir une Parisienne. Mais globalement, j'y ai vécu de 5 ans à 18 ans et c'était des très bonnes années. Moi, je viens d'une famille très unie, donc ça compte aussi beaucoup, mais c'est une banlieue qui était une ville nouvelle, qui ne l'est plus aujourd'hui parce qu'il y a toutes ces années qui ont passé, mais c'était une ville nouvelle et ça se sentait. On était dans une maison qui venait d'être construite, qui était assez modeste. C'était un lotissement, mais c'est une banlieue qui est assez verte. On était près d'une base des loisirs et tout était neuf. Et il y avait un brassage social qui est, je crois, assez différent de celui qu'on a aujourd'hui, même si j'ai quelque part réussi à le retrouver puisque j'habite à Clichy-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine et que j'adore la mixité qu'il y a à Clichy, mais c'était quand même une époque où moi j'avais mes camarades de classe, il y avait des Sénégalaises qui arrivaient du Sénégal, qui quelques années avant n'étaient pas en France et des Arabes et des Asiatiques, et tout ça se mélangeait d'une façon c'était pas idyllique, je pense qu'il y avait des problèmes aussi, mais il y avait beaucoup moins de friction que j'ai l'impression qu'il peut y en avoir aujourd'hui. Peut-être qu'elle était moins nommée aussi, ou moins identifiée, parce que par manque de recul aussi, peut-être. Je crois aussi que ça s'est tendu de plein de façons différentes aujourd'hui. Et puis, il y avait la liberté... on vivait dehors. On habitait sur une rue piétonne et on passait nos journées dehors avec ma sœur. Et aujourd'hui, je regarde mon fils qui a 8 ans et qui habite dans un appartement et c'est moi qui l'emmène au parc, c'est moi qui l'emmène à l'école. Moi, on allait à l'école toute seule parce qu'on n'avait même pas de rue à traverser. C'était très 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 différent ça. Moi, je regarde mon fils et je me dis il se dépense pas assez, il court pas assez, il va pas assez dans l'herbe. Eh ben oui, c'est différent. On vous parlait comment quand vous étiez petite ? J'ai des parents pour qui le dialogue était très important, pour qui l'éducation, ma mère, mon père aussi, mais ma mère avait lu Dolto et c'était très important de réfléchir à l'éducation qu'on voulait donner à ses enfants et essayer de faire les choses peut-être d'une autre manière que l'éducation qu'ils avaient reçue. Donc ça a donné lieu à beaucoup on discutait beaucoup. Beaucoup de dialogue. Ouais. Beaucoup de dialogue, on discutait à table, on argumentait, on s'écoutait. C'est drôle parce que mon père est quelqu'un avec un tempérament où il aime bien polémiquer. Et ça a été plus difficile plus tard de réussir à continuer à s'entendre sans se taper dessus. Mais quand on était petite avec ma sœur, donc j'ai ma sœur Daphné a 2 ans de moins que moi j'avais l'impression que on nous encourageait à développer nos idées. À prendre la parole, de façon très libre. Et à pouvoir avoir un avis.
Et pourtant, vous décrivez souvent la petite fille que vous étiez comme une petite fille très anxieuse. Oui. Est-ce que vous avez réussi à identifier d'où pouvait venir cette anxiété malgré le cadre assez idyllique que vous me décrivez? Alors oui, je pense qu'il y a plusieurs causes. Je pense qu'il y a quelque chose d'interne où en fait un enfant naît avec son caractère et il peut recevoir toute l'éducation possible. Le caractère ne sera pas complètement changé. Je l'ai vu avec mon fils parce que justement il n'a pas ce caractère aussi anxieux que moi, en tout cas pour l'instant. Et puis après, je pense qu'il y a aussi quelque chose de générationnel où on est quand même la première génération, des quadras, à vouloir éduquer nos enfants en leur insufflant une confiance en eux maximale. Et bon, dans les années 70-80, l'éducation, elle se posait pas dans ces termes-là. On voulait, moi, mes parents, ils voulaient élever des filles qui allaient pas choper la grosse tête. Et donc, il fallait quand même pas trop qu'elles s'imaginent qu'elles étaient géniales. Et bon, je pense qu'il y a eu une sorte de retenue qui a complètement sauté avec ma génération, qui fait que sur un terrain assez anxieux, ça a pu générer des névroses, mais qui ne sont pas blâmables du tout, parce que des parents font ce qu'ils peuvent, et moi je trouve qu'ils ont très bien réussi à nous élever. Après, c'était à moi de faire mon boulot. Je suis allée voir un psy et puis j'ai pris les choses en main toute seule, et de toute façon, une éducation n'est jamais une éducation, elle échoue toujours. Ouais, il vaut mieux partir en se disant ça, sinon on devient fou en tant que parent. Ouais. Mais on se débrouille après quand on grandit, on s'accommode de tout ce qu'on a reçu et on fait sa tambouille. Mais c'est vraiment intéressant cette approche que vous avez de dire voilà, c'est un travail qu'il faut faire. Vous dites souvent, même dans votre blog, il y a pas eu pas mal de posts, des petites listes comme ça, ce que j'ai fait, comment j'ai pris les choses en main pour aller mieux, pour ne plus être anxieuse, pour me sentir bien. Donc vous parlez du fait d'aller voir un psy, d'habitudes alimentaires ou choses comme ça. C'est vraiment intéressant cette notion de travail chez vous, je trouve, sur vous-même. Oui, effectivement, pour s'améliorer. Je ramène beaucoup de choses au travail, mais je crois aussi qu'on a la chance de vivre à une époque où on a un nombre d'outils de développement personnel qui est absolument délirant. Et quelle chance! Donc, autant la saisir et aller attraper tout ce qui n'était pas aussi accessible pour les générations précédentes. Voilà, ma mère, elle écoutait Françoise Dolto à la radio, mais c'était la première. C'était une grande visionnaire, Françoise Dolto, mais sinon, avant, il n'y avait pas... tout ça n'était pas... Alors, il n'y avait pas Internet, mais tout ça n'était pas gratuit. Là, il y a YouTube, il y a... moi, j'ai vu un psychiatre pendant près de 20 ans, et c'était remboursé. Alors après, on peut me trouver que c'était contestable de faire payer ça à la Sécu, mais bon, j'en payais une partie par ma mutuelle, mais c'était quand même... j'étais très accompagnée. Donc... oui, évidemment qu'avec toutes ces facilités-là, la moindre des choses, c'est d'essayer d'en tirer le maximum de bénéfices. À l'époque, il y avait Dolto, maintenant il y a les podcasts de Clotilde Dussolier, Change ta vie, que vous avez écouté, que j'ai écouté aussi, que je trouve vraiment assez génial. Elle a vraiment changé ma vie. C'est des outils qui sont... c'est vrai qu'on a de la chance de les avoir à disposition. Oui, mais la poudre aussi. La poudre a beaucoup contribué à former mon esprit de femme et à me faire évoluer. Là encore, il n'y avait pas... je pense qu'il y a toujours eu des militantes féministes, mais c'est avec cette émission qu'il y a une prise de conscience que oui, le féminisme n'est pas un gros mot. Moi, je ne l'ai jamais perçu comme un gros mot parce que justement, mes parents, et en particulier mon père, m'ont transmis l'idée que le féminisme était quelque chose de très positif. Mais à l'échelle de la société, ça permet de changer de regard sur l'action de certaines femmes, de poser des mots sur tout un tas de choses qui étaient complètement nébuleux et donc invisibles et donc pas nommées.
on se sent quand même mieux avec des outils pareils. Merci Lorraine. Mais avec plaisir, Géraldine. Mais il y a autre chose d'ailleurs, je trouve, qui résonne vraiment à ce que vous venez d'expliquer, c'est l'imprégnation que pouvaient avoir les magazines de mode et les images de mode dans notre adolescence. On a quelques années d'écart, mais on a vraiment vécu une adolescence des années 90, donc avec ces représentations des super modèles, les Claudel Schiffer et compagnie, les Vogue, les magazines de mode. On a été vraiment biberonnés à ça, on épinglait ces photos sur nos murs, et ça a laissé des séquelles. Et vous écrivez dans le livre, par exemple, que vous ne vous déferez jamais de l'obsession de la minceur qui vous a été inculquée dans cette période-là, sans mise en garde. Et je trouve ça intéressant la façon dont vous l'écrivez dans le livre, en disant, en fait, à l'époque, personne venait nous dire, attention, cette minceur est maladive, attention aux injonctions. On n'entendait pas ce vocabulaire-là. Faut pas croire tout ce que disent les magazines. Moi, je croyais. Moi, je l'ai pris au premier degré, en pleine face. Bon, ça n'était pas... Je ne voudrais pas incriminer uniquement les magazines parce que moi, j'étais conditionnée déjà avant ça parce que je m'étais trouvé des copines qui étaient déjà obsédées par la minceur et qui m'ont bien transmis le virus. Mais j'ai vu ma mère avoir envie de faire des régimes parce qu'elle était avec un tempérament très mince et puis les années aidant, elle était plus aussi mince et ça c'était voilà, ça ne venait pas directement des magazines, mais après qu'est-ce qui faisait que ma mère avait elle-même cette préoccupation là, c'est bien que ça venait de quelque chose de la société, mais je pense que c'était général, on baignait dans une société qui n'avait pas pris conscience du mal qu'elle pouvait faire aux femmes et de l'emprise mentale que ça donnait à beaucoup. Et ça m'a pris des années de comprendre ça tout en renonçant. Enfin, aujourd'hui, je sais que je n'ai plus envie de mettre mon énergie dans le fait d'essayer de croire que je m'accepterais en n'étant pas mince, parce que ça vient de trop loin. Et en revanche, ça ne concerne que moi. Je pense que le plus important, c'est d'accepter d'en être conscient. Il y a des choses, on peut pas... Elles sont là, on fait avec, mais en tout cas d'avoir suffisamment de distance pour regarder ce qu'on éprouve et se dire je vais faire avec ça. Mais de toute façon, plus généralement sur ce livre, et plus généralement dans mon caractère, je pense, c'est que moi j'ai assez tôt décidé que les choses seraient plus simples pour moi si j'étais honnête. C'est que c'est trop de boulot de réfléchir à jusqu'où je peux aller, qu'est-ce que je prétends, est-ce que je peux dire, pas dire. Dans mon rapport au monde, j'ai besoin de dire les choses franchement et de mentir le moins possible. Et donc, quand la question de ce livre s'est posée, je me suis dit, mais ça ne va pas pouvoir être autrement. Et j'étais aussi très encouragée par mon psy. Je lui disais, j'ai vraiment du mal à faire comprendre ce que je ressens parce que je suis pas sûre de ce que je ressens. Et il me disait, mais n'allez pas sur le terrain de la compréhension. Dites juste comment vous ressentez les choses et tenez-vous-en à ça. Et du coup, rester collé au réel, c'est déjà suffisamment difficile en fait. Bien sûr. Et ça permet de dépasser l'autocensure. Et donc forcément, on arrive à des trucs qui sont politiquement incorrects. Et on arrive à parler de sexualité. C'est drôle parce que ça revient souvent dans les questions qu'on me pose. Là, il y a j'ai répondu à d'autres interviews et en fait, j'élimine assez vite le sujet parce que la sexualité, quand on a un cancer, en tout cas moi avec de la chimio, elle était quand même réduite à sa plus simple expression puisqu'il n'y en avait pas, parce qu'il y a une baisse il y a une chute de libido et donc il n'y avait pas grand chose à raconter. En revanche, j'estimais que c'était de l'honnêteté intellectuelle et que ça allait être important pour les personnes qui me liraient et qui étaient confrontées à la même chose que moi, de savoir que quand on a une chimio, on a un assèchement des muqueuses, toutes les muqueuses. Donc forcément, on a une sécheresse vaginale qui est, quand on a de la chance temporaire, quand on a de la chance, non, je veux faire peur à personne, mais en tout cas, elle est vouée à être temporaire. Il vaut mieux le savoir, parce que
autant il y a des choses, ça dépend des cas, autant ça fait partie du truc. C'est que c'est quand même un traitement de cheval et cet effet-là, il est assez avéré. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cette histoire de minceur parce que vous avez quand même une très grande légitimité à parler de ce sujet. Vous abordez encore une fois très franchement dans le livre vos troubles alimentaires. Et d'ailleurs, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que finalement, c'est grâce à ça ou à cause de ça que vous êtes rentré dans Internet. Vous avez commencé à consulter le site. Donc c'était un forum à l'époque, c'était avant les blogs, qui s'appelait boulimie.com. Et vous dites, le web est devenu mon radeau, un lieu d'entraide et de refuge, le dépositaire de ma vie intime. En quoi ça a conditionné la suite de votre... Ça a conditionné tellement de choses. Je pense que pour beaucoup de monde, Internet est un terrain hostile. Et moi, ma façon d'entrer dans ce monde-là, ça m'a sauvée. Ça a été tellement libérateur que ça a imprimé quelque chose qui fait que, je ne peux pas savoir de quoi l'avenir sera fait, mais j'ai une confiance en Internet qui est viscérale. Et donc, c'était, je ne sais même pas combien d'années, mais en tout cas, ce forum m'a permis de me mettre en contact avec des personnes qui vivaient la même chose que moi, alors que j'étais complètement enfermée. J'étais dans une solitude qui était catastrophique. Je ne savais même pas ce qu'était être boulimique. J'ai vraiment découvert le terme. C'était un terme... On parlait d'anorexie, mais on parlait assez peu de boulimie dans les années 90. C'était la fin des années 90. Et là, tout d'un coup, je me retrouvais avec des filles qui vivaient la même chose que moi, de manière complètement cachée, invisible, qui donnaient très bien le change avec leur famille, la société, et qui, intérieurement, étaient vraiment dans un état de détresse bien supérieur au mien, souvent. C'était des cas beaucoup plus graves. Et donc, ça a sûrement été l'une de mes premières expériences de sororité, puisque c'était quasiment exclusivement féminin, et on se parlait beaucoup en ligne, on s'est rencontrés. C'est une personne là-bas avec qui je suis devenue amie, qui m'a donné les coordonnées de mon psy, qui a été vraiment une rencontre très importante pour moi. Donc, tout ça a été m'a donné envie de continuer d'aller chercher des solutions sur Internet. Des solutions et des expériences aussi qui ressemblent à la vôtre, c'est ça qui est assez fabuleux. Enfin, c'est le beau côté d'Internet aussi, c'est-à-dire de lire des récits qui ressemblent aux nôtres, on se sent moins seul, quoi, exactement ce que vous avez dit. Il y a toujours quelqu'un sur Internet qui aura vécu quelque chose d'approchant, qui sera proche de votre propre expérience. Et quand j'ai découvert ça, tout d'un coup, je me suis sentie beaucoup moins seule. Moi, je suis quelqu'un, donc je suis de 76. Quand j'étais ado, j'étais fan d'un groupe de musique qui s'appelait Concrete Blonde, et il était obscur. Et ça faisait partie du deal. C'était pour ça que ça me plaisait. Mais c'est difficile à faire comprendre pour des personnes qui, aujourd'hui, la musique, l'amour de la musique, il se vit complètement en ligne. Mais moi, c'était un groupe de Los Angeles, et donc j'étais membre du fan club, et j'attendais les photos signées, et c'était des reliques, et il y avait que ça comme point de connexion. Il y avait rien, et des pochettes de disques, des pochettes de CD, il y avait rien d'autre. Donc on était quand même dans cette aridité il y avait une solitude où on était j'étais l'ado dans sa chambre, incomprise du monde. Ça permet sûrement de développer plein de choses, hein. Mais enfin, c'est quand même beaucoup plus sympa aujourd'hui. C'est beaucoup plus sympa. Il n'y a pas tout ce qui va avec, qui est le harcèlement en ligne, et ça, on l'avait pas. Donc c'est jamais mieux ou moins bien. C'est toujours différent. Géraldine, vous êtes née femme ou vous l'êtes devenue ? Oh là là, je redoutais cette question. Elle tombe à chaque fois. Oui, justement, donc je savais bien que vous alliez me la poser, et en fait, j'ai pas de réponse. Moi, je suis cisgenre, donc j'ai pas l'impression d'avoir eu à accorder quelque chose. J'ai l'impression d'être relativement en paix avec ma féminité. En revanche, quand est-ce qu'elle est née ?
je me souviens quand même d'un épisode, j'ai une image où je dois avoir une dizaine d'années et je suis sur le canapé du salon de chez nous et j'ai une jupe ample aux genoux et j'ai les jambes écartées et je fais le pitre, je sais pas. Et ma mère me voit et me dit « Enfin Géraldine, ferme les jambes. Quand on a une jupe comme ça, on ferme les jambes. » Et je n'ai pas compris. Je dis, quel est le rapport ? Pourquoi je dois fermer les jambes avec une... Quel est le problème ? Et je revois cette jupe, évidemment, puisque c'est toujours lié aux vêtements, souvent, les souvenirs avec moi. Et c'est resté... c'est là que j'ai pris conscience que, entre les jambes, il y avait un truc qui valait mieux pas que ce soit trop vu... et les mecs, ils pouvaient se tenir les jambes écartées parce que ils étaient toujours en pantalon et c'était pas la même chose avec les mecs. Il y avait une différence. Ouais, il y avait une différence, mais vraiment fondamentale. Peut-être que c'est là, mais peut-être que je suis quand même née différente parce que j'avais un corps différent de celui des hommes. Non, mais c'est intéressant, en tout cas, de cette idée de prendre conscience de la féminité à travers un interdit et à travers un certain nombre de règles à respecter. Je pense que ça parlera à beaucoup de femmes. C'est souvent comme ça, en fait, qu'on se rend compte que, on est femme, en fait. Et à travers un vêtement. Ouais. Parce que moi, ça passe quand même... Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui passent par les vêtements. Alors, vous avez fait des études de commerce et vous avez eu une première carrière dans le marketing. Est-ce que vous vous rappelez quand vous avez commencé ce premier emploi après votre école ? C'était Subdeco à Reims, je crois. Subdeco Reims, oui. De quoi vous rêviez ? C'était quoi votre projet de vie ? Alors, c'était pas vraiment mon premier emploi, c'était mon premier vrai job. En fait, quand j'ai terminé Subdeco Reims, je suis partie 1 an en Angleterre, j'ai fait des petits jobs. Et quand je suis revenue, j'avais 2 passions. J'avais la mode et la presse. Et je me suis dit, tu vas lancer pas des cannes à pêche, mais tu vas lancer des pistes dans les 2 et puis tu verras bien ce qui va prendre. Et en fait, la presse j'ai tout de suite eu une proposition à l'époque, c'était le groupe Express Expansion. Donc c'était déjà l'Express. J'ai un très fort attachement à l'Express. Le magazine où vous avez travaillé pendant... Voilà, pendant 10 ans, mais ouais. à la rédaction. Mais j'ai travaillé avant, pendant 5 ans, au groupe Express Expansion. Et j'ai travaillé sur les titres déco de ce groupe. Donc il y avait Maison Française, Maison Magazine, Maison Côté Sud-Est-Ouest. Et j'avais envie de... J'étais passionnée de presse féminine, mais ça me faisait tellement rêver, la mode me faisait tellement rêver que j'ai vraiment pas beaucoup essayé de travailler dans la mode parce que ça m'intimidait tellement. C'est ça, vous vous autorisiez pas de passer de l'autre côté, en tout. fait. Vous restiez dans les coulisses, dans le côté marketing, business. Il fallait surtout pas rêver trop haut. Hein. Et donc là, c'était la presse, mais c'était la presse pas mode, donc ça m'effrayait un peu moins, c'était un peu moins intimidant. Et puis c'était pas la rédaction, c'était le marketing. Hein. Il faudrait surtout pas que tu crois que ce que t'aimes c'est l'écriture. Donc ça m'a pris des années. Vous êtes dur avec vous-même. Ah non, mais de me rapprocher. Mais j'avais absolument pas confiance en moi. Je me souviens les premières années de blog, donc c'était même encore après ça. Hein, mais j'avais une façon d'écrire où les lectrices me disaient mais arrête de te dévaloriser comme ça, t'es chiante. Et c'est elles qui m'ont aidée à m'accepter aussi et à me dire non mais arrête de t'excuser d'être toi quoi. Mais réussir à m'approcher de la mode, m'approcher du journalisme, ça m'a pris un temps. Quelques années, ouais. Bon, j'ai appris des choses entre-temps qui m'ont servi aussi. Mais cela dit, vous avez donc lancé votre blog en 2005. Ouais. Et c'était un geste extrêmement audacieux à l'époque. On était vraiment au tout début du blog. Hein. Vous êtes lancé dans ce média-là. J'allais dire, c'est presque un peu comme lancer un podcast en 2016. Non, mais c'est vrai. Je me suis rendu compte que Café Mode, c'était un peu votre la poudre. Et que vous avez aussi pris un risque en décidant d'embrasser ce média dont on savait finalement pas grand-chose à l'époque. Je l'ai absolument pas vu comme quelque chose d'audacieux, ni comme quelque chose de risqué. Je l'ai vu comme ma bouée.
Ouais, c'est une question de survie. Je me faisais tellement chier dans mon boulot qui était, je travaillais avec des personnes très sympas et l'ambiance était bien, mais je ne voyais pas du tout où j'allais. Je me souviens il y avait le paroxysme, c'était un jour où je pleurais dans les bras de Marc en lui disant mais qu'est-ce que je vais devenir ? Je ne sais pas ce que je fous là et je suis complètement coincée dans une impasse. Et peu de temps après, c'est Marc qui m'a dit mais ouvre un blog, ça marche aux États-Unis ce truc, comme ça tu pourras, tu verras, t'exploreras. Et donc c'était tellement embryonnaire ce médium-là qu'il n'y avait pas de risque, il n'y avait pas d'audace. Tu faisais ça vous faisiez ça dans votre chambre et personne lisait. C'était vraiment trois pelés. Il y avait vraiment que vous, Lorraine, pour aller faire un papier sur les blogueuses qui allaient avoir un ton frais et nouveau et pour parler de nous. Mais c'est vrai qu'à l'époque, pour resituer, moi en 2005, j'étais stagiaire au magazine Elle et un des premiers papiers que j'ai écrit, je me rappelle en conférence de rédaction, j'avais proposé aux journalistes du Elle si on parlait des blogs. Des quoi ? Le mot en plus est tellement moche qu'on l'assumait encore moins. Et vous êtes partie de la première génération de blogueuses françaises mode à... C'était le tout début de l'influence en ligne. Mais on se rendait absolument pas compte que c'était de l'influence. Alors, ce que je trouve génial aussi dans votre approche, c'est que finalement, on a fait un peu la même chose toutes les deux à 15 ans d'écart, enfin 10 ans plutôt. C'est que vous avez, dans la même démarche de l'ouverture du blog, repris vos études. Vous êtes inscrite à l'IFM, oui. l'Institut français de la mode, pour étudier le marché de la mode. Et c'est drôle parce que moi, quand j'ai créé La Pousse, je me suis dit, il faut que je sois théoriquement armée, il faut que je sois diplômée. Donc, je me suis inscrite en études de genre, en master. Et vous parlez beaucoup du syndrome de l'imposteur dans le livre. Et je me suis demandé si c'était pas aussi un peu lié, cette espèce de volonté aussi qu'on peut avoir, et je pense beaucoup quand on est femme, de vouloir à tout prix avoir le diplôme qui justifie notre place et nous autorise à embrasser ce rôle-là. Oui, estampillé a le droit de travailler dans la mode. Exactement. Moi, j'ai fait l'IFM parce que je ne me sentais pas légitime d'aller travailler dans la mode sans ça. Et j'avais toujours idéalisé l'IFM. Je me souviens, je lisais la presse Écho, les pages saumon du Figaro, du Lundi, et il parlait de cette école, et je me disais, oh là là, mais qu'est-ce que ça doit être chouette d'étudier la mode du matin au soir, sans que ce soit de la création, parce que je sentais que c'était pas mon truc. C'était un peu le sésame pour pouvoir après aller travailler avec des créatifs et dans ce milieu de paillettes qui me faisait tellement rêver. Et c'était... Je me projetais même pas dans l'après, en fait. J'ai eu du mal à rentrer parce qu'ils savaient pas quoi faire de moi. Pour rentrer à l'IFM, il y a un entretien. Et à l'entretien, on m'avait dit vous avez un profil intéressant, mais vraiment... on sait pas trop où vous placez, quoi. Et j'étais là, moi j'ai envie d'être chef de produit. Et ils y croyaient pas parce qu'ils étaient très fins et que ils voyaient bien qu'il y avait un truc pas encore abouti. La preuve, c'est qu'il m'a fallu encore des années pour arriver au journalisme de mode. Mais il y avait juste le fait de franchir l'étape d'être autorisée à bosser dans ce qui me faisait le plus rêver. Qui a pris du temps. Ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas été déçue par cette école. Ça a été une libération incroyable de me retrouver dans une promo avec une cinquantaine de gens qui avaient la même passion que moi, qui s'exprimaient extrêmement différemment, mais pour la première fois, j'étais avec des gens avec qui je partageais quelque chose qui prenait tellement de place dans ma vie. Ça s'est pas fait sans casse d'ailleurs, parce que j'en parle dans le livre, mais j'avais une amie qui en a fait les frais. Enfin, notre amitié en a fait les frais parce que j'étais tellement exaltée et heureuse de tout d'un coup baigner dans la mode qu'il y avait plus que la mode. Et la mode a ça de très particulier, c'est que ça rejette beaucoup de choses. Ça fonctionne beaucoup à l'exclusion. Et je m'en suis rendu compte beaucoup trop tard et j'ai perdu cette amie. Mais
dans mon parcours, il m'a fallu passer par là, et le blog et ma relation à ma communauté m'a beaucoup aidé ensuite à m'arrimer à la réalité, à me dire non mais c'est bon, là maintenant t'es dans la mode, donc tu vas arrêter de te laisser entraîner par ce milieu-là qui vit en vase clos. Toi t'es pas comme ça, t'as besoin pour respirer normalement, t'as besoin de faire des allées-venues avec des gens qui ne sont pas de ce milieu-là, et t'as la chance avec Internet, de pouvoir continuer à échanger avec plein d'autres sortes de gens. Et ça m'a sauvée. Vous avez toujours eu effectivement ce pas de distance, toujours gardé un pied en dehors du théâtre des apparences, comme vous l'appelez dans le livre très justement. Mais c'est très facile de plonger dedans. Ouais. La mode vous entraîne tellement loin du réel que c'est facile de ne plus avoir envie de ne vivre que dans la mode. Sauf que moi, je respirais pas. Je suis pas assez comme ça. Je pense que j'ai un rapport au beau qui n'est pas aussi nécessaire que d'autres personnes, parce que je ne juge pas, hein. Pour le coup, j'ai vraiment des amis qui sont beaucoup plus dans la mode que moi, et je comprends complètement que elles aient besoin de ça. Ça dépend de son histoire. Je pense que plus on a été marqué par des choses moches, et plus on a besoin de beau, et que c'est difficile d'être sur plusieurs tableaux en même temps. Il y avait aussi à l'époque, donc dans les années 2005-2010, toute une... Pas une polémique, mais en tout cas, on avait orchestré une espèce de rivalité entre les blogueuses mode et les journalistes mode. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'on a vécu, nous deux, en première loge. D'ailleurs, le mot blogueuse mode, petit à petit, il s'est chargé de beaucoup de stéréotypes. On a beaucoup jasé sur les blogueuses mode. C'est presque un mot tout accroché. Et vous l'avez pourtant toujours revendiqué, ce terme. Je l'employais encore d'ailleurs aujourd'hui pour parler de vous. Alors, évidemment, c'est quelque chose qui était aussi très, très chargé de mépris sexiste, parce que c'est les blogueuses mode. C'est encore une communauté de femmes qu'on va stigmatiser. Est-ce que ça vous a affecté, cette image que vous pouvez renvoyer ? Pas trop, parce que le pendant de ça, c'est qu'il y a un côté très fédérateur à devoir subir une condescendance, mais de la part de l'ancien monde. Et je pense qu'il y avait aussi une arrogance de notre part, en tout cas de ma part, à me dire non mais moi je suis du bon côté du manche, de toute façon vous êtes la presse écrite et les gens ils vont plus vous lire, donc rira bien qui rira le dernier. Bah ouais, sauf qu'en fait j'en suis revenue aussi de ça, parce que je suis partie de l'Express il y a peu de temps, et j'ai vraiment constaté à quel point la situation est beaucoup plus nuancée que ça, et que finalement, heureusement, que la presse papier résiste beaucoup mieux que ce qu'on avait pu croire il y a quelque temps, parce que moi-même, je tire un plaisir infini de lire la presse papier aujourd'hui, et que quelque part, elle résiste mieux que les sites d'infos, parce qu'elles ont un modèle économique qui, pour le moment, c'est compliqué pour tout le monde. C'est compliqué pour les médias print et web. Mais je me suis plantée, quoi. J'avais tort de croire que on allait... il y avait quand même un rapport de qui allait gagner le truc. Et c'était pas du tout ça, en fait, qu'il fallait y voir. Et aujourd'hui, les choses continuent de se poser avec Instagram, parce que vous parlez de blogueuse mode, on parle plus finalement de blogueuse mode, parce que moi mon blog, il est dans un état pas possible, j'arrive pas à faudrait que je remette tout d'équerre, mais en même temps les lectrices n'ont plus le réflexe d'y aller, donc ça ne me motive pas, et bon voilà. Et à côté de ça, c'est plus l'influence. C'est que les influenceuses, aujourd'hui, le terme est devenu aussi péjoratif que les blogueuses mode hier. Ouais, tout à fait. Mues par la même chose, c'est parce qu'il y a des rapports financiers qui sont pas clairs, et qui donc entretiennent beaucoup de fantasmes, à tort ou à raison. Moi, aujourd'hui, donc j'ai quitté l'Express il y a quelques semaines, je suis dans une
une période de transition où je ne suis plus journaliste et j'accepte, je suis en train d'accepter le fait que je suis influenceuse. J'ai une communauté en ligne qui n'est pas, ça ne sont pas des centaines de milliers de followers, mais elle est quand même suffisamment importante pour que je pense qu'on peut parler de communauté et donc j'assume le fait que je suis une influenceuse et donc je suis en train d'en définir les contours. Je suis en train de réfléchir à quel rapport je vais avoir avec les marques et ça se fait au coup par coup et moi j'ai besoin d'être au clair avec moi-même là-dessus. Mais je ne le vis pas de manière négative. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, en fait. C'est toujours la même chose. J'ai besoin, moi, d'être au clair avec moi-même. Et du coup, après, je pourrais expliquer les choses un peu. Je ne vais pas me justifier. Mais je pense qu'il y a besoin d'expliquer, justement parce que il y a des rapports financiers là-dessous et que si on n'explique pas, il y a du fantasme et donc il y a de l'illusion et les gens s'imaginent des choses bien différentes de la réalité et souvent bien plus grosses que la réalité. On verra au fur et à mesure, mais c'est intéressant à vivre. J'avais envie qu'on parle de mode et parce qu'il y a quand même, quand on a un point de vue féministe sur la société, on peut pas s'empêcher de bondir sur les injonctions dont on a parlé à la minceur ou même le racisme qu'on rencontre dans la mode. On a très souvent dénoncé le fait que les couvertures des journaux soient systématiquement des femmes blanches, pareil dans les défilés, dans les photos de mode, etc. Et je me demandais si vous qui étiez encore en poste au moment de MeToo, dans un poste de journaliste de mode, vous avez eu le sentiment qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger dans ce milieu-là, une prise de conscience qui vous a peut-être d'ailleurs touché vous aussi personnellement. Alors, il faudrait que je réfléchisse dessus. Moi, j'ai quand même l'impression que la mode est vraiment l'un des derniers bastions où il y a encore beaucoup de ménage à faire. Il y a quand même eu MeToo et Terry Richardson, il était encore payé grassement par des marques de mode pas longtemps avant, quoi. Après, je pense qu'il y a quand même eu un moment une petite mise à distance quand même. Il y a quand même et puis il y a eu Bruce Weber, il y a eu des quelques photographes qui ont été mis au banc, mais tellement peu par rapport à ce qui doit. Enfin, je pense qu'il y a quand même encore des photographes. C'est quand même bizarre que. Ça a été Bruce Weber, ça a été Mario Testino, c'était envers des jeunes hommes. On va pas nous faire croire qu'il n'y a pas d'autres Terry Richardson qui ont abusé de jeunes filles, alors que c'est quand même le milieu du mannequinat, c'est avant tout un milieu féminin. Ouais. Et il n'y a pas eu d'autres noms qui sont tombés. Il n'empêche que on va quand même dans le bon sens. Vraiment pas assez vite, mais il y a quand même des choses qui ne sont plus possibles. Et finalement, c'est pas tant avec MeToo qu'avec ce côté diversité, effectivement, vis-à-vis des femmes noires ou des femmes d'un autre type que caucasien, où là, quand même, heureusement, les choses bougent. Enfin, moi, j'aime le Vogue anglais alors, j'arrive jamais à prononcer son nom, mais c'est Ningful, mais le directeur de la rédaction. On sent que. Moi, je trouve que le Vogue américain et le Vogue anglais, je lis des interviews de fond dans ces magazines-là. Ça me fait un tel plaisir de lire ça dans Vogue. Ouais. Je peux pas dire la même chose du Vogue français. C'est ça, mais ce qui est marrant, c'est que vous parlez du Vogue anglais, du Vogue américain, et je sais plus si c'est dans votre livre ou dans un post de blog, parce que j'ai lu beaucoup de choses de vous ces derniers jours. Mais vous dites que votre mari, donc qui est anglais, vous aide parfois à avoir des prises de conscience sur, par exemple, des objets culturels qu'on peut vénérer en France. Et il vous dit, mais en fait, c'est complètement raciste, il faut faire hyper attention. Et ce regard anglo-saxon, finalement, il vous a peut-être aussi aidé à avoir ce recul que d'autres n'ont pas encore. Oui, parce que lui, on a une conscience aiguë. Mais non, je pense que ça avance sur cette diversité. En revanche, sur le sexisme... moi, je me reconnais quand même pas trop
trop dans beaucoup de séries mode aujourd'hui que je trouve détachées ne serait-ce que par les poses des mannequins. Il y a plein de poses, c'est plus possible. Moi, je ne peux pas m'identifier avec une fille qui se courbe pour avoir le moins de ventre possible, et puis les pieds en dedans, parce que peut-être que c'est joli, mais on se dit, mais la fille a vraiment l'air d'être tellement pas assurée que je me dis que c'est fait par des gens avec qui j'ai plus rien à voir. Donc... La maladie, ça vous a donné envie de vous détacher aussi de ce milieu-là ? Non, ça m'a aidé à me détacher d'Instagram, à me détacher de l'aspect visuel d'Instagram, de l'aspect faux, parce que je trouvais ça tellement loin de ce que je vivais que du coup j'avais une distance. Et en même temps, Instagram, j'en suis devenue encore plus accro parce qu'il y avait l'aspect messagerie et que tout d'un coup, ça a abattu une sorte de cloison qui faisait que entre mes lectrices et moi, il y avait une réserve, et elles, tout d'un coup, il y en a plein qui se sont mises à m'écrire, et moi, je n'attendais que ça. J'étais tellement contente de rentrer en contact direct avec elles que je me suis mise à beaucoup écrire sur cette messagerie, et ça, j'ai gardé ça, et aujourd'hui, ça devient problématique parce que ça prend tellement de temps que je peux plus répondre à tout le monde, et d'où l'intérêt j'ai créé un groupe Facebook de malades pour ça, pour qu'elles puissent échanger entre elles, parce qu'en plus c'était en one-to-one, et je me disais mais en fait tout ça c'est tellement précieux que ça devrait être partagé avec beaucoup plus de filles que ça. Et puis en plus quand on est malade, on vit des choses que on ne peut échanger que quand on est malade. Et là, moi, maintenant, je ne le suis plus, puisque j'ai créé ce groupe après la chimio. Et je me suis dit, je ne suis plus la meilleure personne, la meilleure interlocutrice pour les personnes qui débarquent sur la planète cancer. Donc bon, de toute façon, le rapport à Instagram est vraiment très compliqué, et moi, j'ai pas la solution. C'est uniquement essayer de lutter contre une pente qui est vraiment où on vous savonne bien la planche pour que ça glisse, quoi. Vers l'addiction. Vers l'addiction, donc... mais bon, je sais plus pourquoi est-ce qu'on parlait de ça. Non, mais sur le fait que grâce ou à cause de la maladie, vous avez aussi réussi à prendre des distances par rapport à ces images, ces injonctions, ces envies de ressembler aux images parfaites d'Instagram. Ça vous a aidé à prendre du recul, en fait? Alors, ça m'a aidé à prendre du recul. Après, quand on est professionnel des médias, ça faisait quand même un moment que Instagram, c'est vraiment la foire au faux, et ça je le savais bien avant d'être malade, mais ça m'a sûrement aidé à avoir encore plus de distance, et à voir en même temps les très bons côtés d'Instagram. Ouais. C'est vraiment, ce serait trop simple si c'était uniquement du négatif. Instagram, ça m'a apporté tellement de choses, et ça continue d'être tellement riche. Ça m'apporte des émotions. Là, ces derniers jours, les réactions que je reçois à la sortie du livre, c'est de l'or en barre, ça fait tellement plaisir. Ouais, c'est vrai que ça fait du bien aussi. Oui. Ce que je trouve passionnant, c'est qu'il semble que votre cancer vous ait donné aussi un petit coup de booster féministe. Il y a un passage très frappant où vous décrivez la prise de conscience concernant le maquillage. De quoi avais-je peur quand je sortais de chez moi sans être maquillée ? Qu'on me trouve moche, négligée, peu séduisante, je suis moi, et les gens pensent ce qu'ils veulent. Ou alors plus loin, les hommes se présentent au monde sans fond de teint, pourquoi devrais-je me sentir contrainte de m'enjoliver ? Je trouve ça très fort, c'est un propos qui est extrêmement féministe de dire ça, et qu'est-ce que... Ça m'a obligée, la maladie m'a obligée à avoir cette réflexion sur le maquillage, alors que j'avais pas mené de réflexion. C'est-à-dire que j'avais intériorisé le fait que quand on est une femme, on se maquille par politesse vis-à-vis des autres, et ça m'allait très bien, parce que comme j'avais pas beaucoup confiance en moi, je me trouvais plus jolie avec du mascara, et donc j'ai adopté cette attitude-là, et je ne pouvais pas sortir de chez moi sans mascara. Et là, tout d'un coup, ça m'a fait reconsidérer cette obligation et de me dire non mais attends 2 minutes. Là, tu vas avoir des traitements qui vont faire que tes cils vont être fragilisés, ta peau aussi. C'est peut-être mieux si tu les laisses tranquilles et que tu arrêtes de te maquiller. Et à partir du moment où j'ai décidé ça,
je me suis rendu compte que je regagnais une connexion avec moi-même. C'est que je me regardais sans phare le matin et c'était pas tous les jours joli à voir, mais c'était pas non plus aussi affreux que ce que je me disais avant. Et puis en plus, j'avais pas le choix. Enfin si, on a toujours le choix, mais j'avais quand même de fortes chances de vraiment perdre mes cils encore plus rapidement que je ne les ai perdus si je me mettais du mascara. Et que là encore, comme pour beaucoup de choses vis-à-vis de mes peurs et vis-à-vis du cancer, c'est que ce que je m'étais imaginé était bien moins pire que la réalité. Vous avez aussi mis en scène, vous étiez presque célèbre pour votre longue chevelure rousse et le moment où vous avez dû couper vos cheveux avant la chimio parce que ça permet d'éviter en fait une chute de cheveux trop importante, ce que j'ignorais d'ailleurs, ce que j'ai compris grâce à vous. Vous l'avez mis en scène dans une très belle vidéo réalisée par Maïua, qui est aussi une personne qu'on adore ici. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que dans le cancer du sein, on croise en fait beaucoup de ces attributs de la féminité, que sont les cheveux, le maquillage, évidemment le sein lui-même. Et ça permet d'avoir une réflexion féministe. Et je crois que vous avez rencontré Maëlle Sigono. J'avais envie qu'on lui rende hommage, qui est la créatrice du podcast Impatiente, qui nous a quittés il y a peu. Et je crois qu'elle vous a aussi permis d'avoir cette prise de conscience. Oui, quand je suis entrée dans ce studio, ma première pensée a été pour Maëlle, puisque elle m'avait gentiment demandé de témoigner pour un épisode à venir d'Impatiente qui du coup n'existera pas puisqu'elle n'est plus là. Et je l'avais interviewée avant la sortie du podcast Impatiente, et elle m'avait frappée comme quelqu'un qui grâce à son expérience de malade longue durée, puisqu'elle a été malade 3 ans, elle a eu une expérience du cancer du sein qui était complètement différente de l'expérience habituelle, puisque heureusement, la majorité des cancers du sein ne sont pas métastatiques, et donc on subit des traitements, et puis après on redevient bien portante, et on n'a pas affaire au regard que la société porte sur le cancer pendant aussi longtemps qu'elle. Et donc elle, avec sa capacité d'analyse qui est proprement hallucinante, elle a tout disséqué, et elle a pu développer une réflexion sur le sexisme ambiant, pas seulement des médecins, vraiment de tout le monde, de l'industrie de la beauté, mais l'industrie de la beauté, elle est le reflet de la société dans son ensemble. On ne va pas incriminer un secteur en particulier. Comme elle le disait, il y a un moment, on se demande si est-ce qu'on parle de la maladie ou est-ce qu'on parle de la féminité. Qu'est-ce qu'on soigne, la maladie ou la féminité? C'était intéressant. Qu'est-ce qu'on soigne, la maladie ou la féminité? Et moi, je me souviens d'un moment où une socio-esthéticienne m'a maquillée alors que donc je ne portais aucun maquillage, et où j'ai senti que vraiment à partir du moment où j'étais maquillée, on respirait mieux. Ouais, vous étiez supposée aller beaucoup mieux, quoi. J'allais beaucoup mieux, et donc je ne renvoyais pas l'idée du cancer à des personnes qui, en plus, avaient été confrontées avec la maladie et qui donc n'avaient pas forcément envie qu'on leur montre le cancer à nouveau sous les yeux. Et je me suis dit, mais ça n'est pas... Enfin, il y a quand même, là encore, quelque chose à déconstruire. Ouais, complètement. C'est ce que disait Maëlle, effectivement, que c'est comme si on devait se maquiller, pas pour soi, mais pour ne pas faire trop peur aux autres, avec son teint pâle et son absence de cheveux, quoi. Regarde ailleurs. Exactement. Exactement. Il y a une approche intéressante aussi que vous faites dans le livre, et puis vous l'aviez fait aussi avant dans votre blog, le parallèle entre la grossesse et le cancer. Vous citez d'ailleurs Suzanne Sontag, la maladie comme métaphore. Elle dit: le cancer est une grossesse diabolique. C'est une métaphore qu'on peut peut-être avoir du mal à comprendre. D'ailleurs, une psy que vous voyez dans votre livre qui la rejette complètement. Oui. Est-ce que vous pourriez l'expliciter, ce parallèle? Oui, en fait, ça a été... Bon, je me suis rendu compte par la suite que je ramène quand même
beaucoup plus de choses que juste le cancer à la grossesse. Donc le livre a aussi été une gestation. un processus, une gestation. Donc c'est un peu un tic chez moi, je pense. Mais ça a surtout été au début de la maladie où il y avait quand même quelque chose de flagrant sur le fait de se faire une mammographie. Et moi, après la mammographie, il y avait l'échographie pour aller voir plus près, par d'autres moyens, qu'est-ce qui se passait à l'intérieur du corps, à l'intérieur du sein. Et donc, c'était le même outil que l'échographie pour voir à l'intérieur du ventre comment allait le fœtus. Et donc, avec le liquide pour faire rouler la molette. Donc ça, c'était flagrant. Il y avait le fait de porter quelque chose. Alors, dans un cas, c'est la mort, dans l'autre, c'est la vie. Alors, évidemment, c'est complètement différent. Mais justement, par l'antagonisme, ça se rejoint quand même. Et de porter quelque chose que les autres ne peuvent pas voir. Quand on est enceinte les premiers mois, on est la seule à savoir, ça ne se voit pas à l'œil nu tout de suite. Et quelque chose qui est vraiment de capital pour soi et que les autres ne comprennent pas. Et à partir du moment où on le dit, qui suscite une bienveillance étonnante. Les réactions, tout d'un coup, tout le monde vous modifient. enveloppe et est beaucoup plus gentil avec vous. C'était la même chose. Et de l'annoncer au bureau, c'était compliqué parce que il fallait l'annoncer à beaucoup de monde. Et là encore, c'était très différent parce qu'une grossesse, tout le monde est content pour vous. Enfin, sauf si vous tombez sur un patron qui a un problème avec ça. Et malheureusement, ça arrive encore souvent. Mais moi, c'était pas mon vécu. Ça s'était très bien passé. Donc, c'était des très bonnes nouvelles. Et là, c'était, vous savez que vous allez juste mettre une bombe dans la pièce et que vous allez gâcher la journée de la personne en face. Il y a un impact, il y avait l'impact de la nouvelle, il y avait le rapport au corps qui change complètement parce que tout d'un coup vous voulez faire beaucoup plus attention à votre corps parce que vous savez qu'il y a un enjeu qui est beaucoup plus grand que juste vous, avec cet intrus, mais qui quand même, c'est vous qui le fabriquez. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on fabrique cette chose qui grandit? Donc voilà, c'était ça. C'est intéressant, c'est très très parlant. Et ça me permet d'ailleurs de faire un lien très habile avec la question rituelle de la poudre. Comment vous entendez-vous avec votre utérus? Je m'entends bien avec mon utérus. Jusqu'à preuve du contraire, il va bien. Et du moment qu'il va bien, moi, ça va. Je suis sous une hormonothérapie. L'hormonothérapie, ça veut dire que en fait j'ai eu un cancer qui était hormonodépendant, ce qui veut dire que les cellules cancéreuses réagissaient aux hormones et donc une partie du traitement, c'était de stopper au maximum les hormones féminines pour ne pas nourrir d'éventuelles cellules cancéreuses. Et l'hormonothérapie, c'est des cachets et des injections qu'on vous fait pendant minimum 5 ans entre la fin des autres traitements et puis 5 ans ou 10 ans. Moi, je pense que j'en ai sûrement pour plus de 5 ans. Et c'est une sorte d'assurance, en fait, pas à tout risque. Il peut quand même y avoir une récidive, mais ça limite les risques. Et moi, je suis tellement contente d'avoir ce moyen-là. Il se trouve que je la supporte très bien, cette hormonothérapie. Et ça a des conséquences sur les cycles menstruels, ça peut et en provoquer fait, une ça ménopause, arrête. ménopause anticipée. Quoi. Voilà, ménopause anticipée, et donc je n'ai plus mes règles. Et au début, j'étais un peu déçue parce que c'était pile le moment où, avec mes copines Mahua, Mathilde Toulot, on avait lu un livre, c'était La femme optimale, qui expliquait comment s'appuyer sur ses cycles pour... Et je me suis dit, merde alors, j'ai plus de cycle. C'est un peu dommage. Et puis en fait, je suis tellement contente de ne plus avoir mes règles parce qu'il y a quand même des gros avantages à plus les avoir. Je me sens moi mieux de plus avoir ça que je le vis très bien, mais je le vis surtout très bien parce que je sais que ça limite les risques. Il y a aussi une approche intéressante chez vous. Vous avez toujours dit que vous ne vouliez pas avoir d'autres enfants. Vous en avez eu un, ça vous va très bien. C'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Oui. C'est pas toujours quelque chose qu'on assume facilement. Alors,
l'assumer, je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être pas aussi clair pour beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui peut-être laissent la porte entrouverte. Il se trouve que, et je le dis dans le livre, je me croyais très assurée sur ce point. Je croyais que ah ben non, moi j'ai plus de désir d'enfant et j'en veux qu'un. Quand on m'a signifié que j'en aurais plus, parce que j'allais être sous hormonothérapie et que j'avais des traitements et que j'avais déjà 41 ans à l'époque. C'était mort, quoi. Et que c'était mort du jour au lendemain, en fait, alors que normalement, c'est juste que vous avez plus de 40 ans et puis les probabilités sont de plus en plus faibles. Il y a quand même eu un deuil à faire. Ce deuxième enfant, en fait, je le fantasmais encore, je jouais encore avec l'idée, j'oubliais ma pilule, sans même en avoir parlé à mon mari. C'était un truc, c'était pas inconscient, mais je jouais quand même avec l'idée un peu seule dans ma tête. Donc, il a fallu admettre ça, mais ça n'a pas été si difficile parce qu'effectivement, j'avais quand même déjà pris ma décision. Il y a autre chose sur laquelle vous semblez assez ferme quand vous dites que vous n'avez pas pour l'instant, en tout cas, envie de vous reconstruire le sein. Vous avez donc subi une mastectomie. Pardon si je touche à quelque chose qui est peut-être un peu sensible, mais c'est vrai que c'est surprenant et en même temps, je trouve assez rassérénant de lire une femme qui dit écoutez, j'ai qu'un sein, mais ça va, j'ai pas l'urgence à tout prix de me faire reconstruire ce sein tout de suite. Ouais. Non, je prends une grande inspiration. C'est pas que c'est sensible, c'est que mon cancérologue est assez convaincu que je finirai par changer d'avis. Et moi, je suis assez convaincue que je ne vais pas changer d'avis. Il ne faut jamais dire jamais, mais je suis tellement bien dans mon corps tel qu'il est aujourd'hui. J'aime tellement ce corps avec un sein en moins. Ça s'est vraiment fait par étapes parce que j'ai porté pendant pas mal de mois une prothèse externe et le fait de la retirer, parce qu'à un moment j'en ai eu ras-le-bol et puis j'ai eu la chance de croiser le chemin de Noélia, une fille qui elle n'en portait pas et je trouvais qu'elle était tellement cool. Je me suis dit ah ouais, ça peut aussi on peut aussi le vivre comme ça. Ah bah moi je vais faire la même chose. Elle avait un peu la même taille de poitrine que moi et vraiment ça a été un grand cap de franchi grâce à elle. Du coup, enlever cette prothèse, ça a été un travail. En fait, je m'étais pas rendu compte que j'acceptais bien la situation parce qu'il y avait cette prothèse et que en fait, je pouvais oublier pendant la journée qu'il y en avait un qui était faux sur les deux. Là, je vois dans la glace que c'est plat d'un côté, c'est vraiment bigou, c'est garçon et fille face à moi quand je suis habillée. Et quand je suis nue, de toute façon, je vois la cicatrice, donc c'est encore autre chose, mais c'est quand même une preuve de féminité quelque part. Alors que quand je suis en t-shirt, c'est plat comme un garçon. Il a fallu que je me l'admette, que je me demande comment c'était considéré par les gens, que je vois à quel point les gens s'en foutent. Mais s'en foutent à un point... Je pense que si j'avais 20 ans, ce serait différent. Parce que je serais beaucoup plus regardée par les hommes. Là, je suis dans une espèce de middle age et c'est très tranquille. Et Maëlle Sigedot en parlait très bien de ça, du fait du regard masculin où elle était beaucoup plus jeune que moi et elle avait ce regard qui était beaucoup plus pesant et que la plupart des jeunes filles ont. Et moi, j'ai très bien senti quand ce regard est parti quand j'ai eu mon fils, un peu avant, mais alors encore plus accusé quand j'ai eu mon fils, parce qu'à partir du moment où vous devenez mère, le regard des hommes dans la rue change, et où en fait, vous vous retrouvez beaucoup plus tranquille. C'est effarant
de ne pas être tranquille avant, d'avoir tellement peur du harcèlement de rue que vous vous conditionnez complètement et vous vous fermez. Moi, je regarde tout le monde dans la rue aujourd'hui. Je regarde les hommes, je regarde les femmes, je regarde les enfants. Et je me suis rendu compte tardivement d'à quel point j'avais besoin de m'appuyer sur ce regard des gens dans la rue, à quel point on se fait des sourires, à quel point on engage plus facilement la conversation. Et c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire avant parce que c'était juste trop dangereux. Donc tout ça fait que comme les gens s'en foutent, pour revenir à ce sein qui n'est pas là, qui n'est plus là, je vois pas pourquoi je me ferais reconstruire alors que je suis en contact avec beaucoup de personnes qui se sont fait reconstruire ou qui sont en train de se faire reconstruire et que ça fait un mal de chien et qu'il peut y avoir des complications. Alors ça fait pas toujours mal, je veux pas faire peur à tout le monde, mais il y a plusieurs méthodes et il y a quand même des méthodes qui font mal, où il peut y avoir des complications, où ça coûte, ça coûte très cher, ouais. où il faut, si vous voulez attendre de le faire dans des conditions qui sont avec une bonne prise en charge, il faut attendre, et qu'en plus ça risquerait de pas me plaire parce que je ne vais pas retrouver mon sein, ce serait quelque chose d'approchant, mais qui n'est pas garanti. Ce serait tout un autre boulot d'acceptation. Pourquoi ? J'arrive pas à trouver pourquoi. En fait. Donc peut-être qu'un jour je trouverai pourquoi, et là je le ferai. Peut-être qu'un jour il y aura une récidive dans l'autre sein et que ça changera les choses aussi. Je ne sais pas, on verra. C'est en tout cas très, très intéressant, le rapport, en fait, la réflexion que ça oblige à avoir sur son corps de traverser ce genre de maladie. Je l'avais découvert avec Maëlle et je suis contente de prolonger la réflexion avec vous dans des circonstances qui sont moins dramatiques parce que voilà, le vôtre, il a guéri. Géraldine Dormoy, est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous ? Oui. J'y ai eu accès tardivement, là encore, parce que c'est moi qui avais la clé, mais j'y allais pas. Moi, ma chambre à moi, c'est l'écriture, l'écriture à la main. Et en fait, pendant très longtemps, depuis enfant jusqu'à la maladie, j'étais du genre à tout d'un coup avoir besoin d'écrire, à commencer à écrire, et puis à jeter la feuille en me disant c'est de la merde. C'est vraiment, je pense que c'est mon plus gros regret de toute ma vie, de ne pas avoir gardé toutes ces pages. Ne jetez jamais rien. Ne rien jeter. Pas les papiers, en tout cas. Ça, je l'ai toujours dit, c'est vrai. Voilà. J'en discutais avec une amie, Emma, aujourd'hui, qui est en train d'analyser, de revoir tous ces carnets, parce qu'elle a eu la présence d'esprit de tout garder, mais ce matériau tellement précieux. Donc, bon, c'est pas grave, j'ai pas les archives, mais aujourd'hui, mon premier geste le matin, c'est après mon yoga et ma méditation, c'est d'écrire un flot de pensées et ça, c'est ma chambre à moi. Je ne sais pas ce qui sort, je ne le relis pas, je ne sais pas ce que j'en ferai. Ça n'est pour personne d'autre que moi, mais je me sens tellement mieux après et ça fluidifie absolument tout le reste de la journée. Et c'est tellement simple. C'est juste un papier, un crayon et l'aurore. L'espace de l'appartement quand mon mari et mon enfant dorment et que donc je suis seule avec moi-même. La découverte de ça a été majeur. On sent que c'est important dans le livre. Il y a une espèce de seconde trame qui est votre rapport à l'écriture et au fait de devenir ou de s'accepter comme écrivaine. Vous oscillez d'un moment où vous vous sentez écrivaine et puis après vous renoncez à écrire ce livre et puis finalement il est là aujourd'hui. À tel point que je me suis demandé en le lisant, à un moment la question m'est venue, est-ce que le plus gros événement c'est le cancer ou le livre au fond ? Je sais pas, je pense que ce sera toujours lié. Les deux seront... Et c'est pour ça qu'il y a cancer dans le titre. Les deux sont liés, mais c'est drôle parce que vous parlez d'écrivaine et en fait, je me suis sentie écrivaine au moment où je l'ai écrit dans le livre. Aujourd'hui, je me sens plus très écrivaine. J'ai écrit un livre. Ça ne fait pas de moi une écrivaine. On verra. Moi, j'ai très peur que ce livre soit le seul que j'écrirai. On verra.
Mais peu importe en fait, parce que cette expérience du cancer du livre m'a appris, c'est que on est des êtres changeants et que on s'en fout en fait. C'est qu'un jour on est quelque chose et le lendemain on peut très bien s'autoriser à ne plus l'être, et ça ne doit pas nous définir. Je ne vais pas me définir comme écrivaine, je suis juste moi, et ça englobe tout un tas de choses qui sont mouvantes. Et comment est-ce que je fais avec ce magma-là pour me sentir bien et être connectée à mon intuition profonde. C'est ça le plus important. Ça évoque quoi pour vous, la poudre ? Ça évoque plein de choses. Il y a la poudre d'escampette, il y a la poudre de riz, il y a la poudre qui explose. Et c'est ça qui est tellement beau, c'est que on ne sait pas exactement de quelle poudre on parle. Et c'est ce qui est le plus subversif, je crois. Merci beaucoup, Géraldine. Merci, Lorraine. Merci à Géraldine Dormoy d'être venue faire parler la poudre avec moi. Et prenez vraiment bien soin de vous. Je vous embrasse fort. La Poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Charles de Cilia. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook. La Poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas. J'adore ça. Ah, j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre lit. Vous connaissez la suite. Prenez soin de vous et continuez de faire parler la poudre.